Bon, ben, Erev Tov à tout le monde. On s'approche à grands pas de Chag HaShavuot, de Matan Torah. Donc, Chag de Matan Torah Tenu, comme chacun le sait. Donc, je vais dire quelques mots, hein, comme d'habitude, avant de commencer le cours. Dire quelques mots sur ces jours avec mon cours. Malgré les épreuves, malgré les temps difficiles que nous passons, nous avons un bitachon que on va encore pouvoir recevoir la Torah dans des bonnes conditions. Et pour ça, je vais rapporter un mot de la paracha de Shabbat passé, qui s'appelle, comme vous le savez, Bechukotai. Im Bechukotai telchu, ou mitzvotai tishmoru. Si dans mes décrets vous allez et que vous respectez mes mitzvot, alors, arrête, vous aurez toutes sortes de brachot, j'amènerai les puits en leur temps, etc. Et là, on peut se demander, Rachid se demande, pourquoi les mitzvot sont séparés en deux catégories, des chukot et des mitzvot. Et deuxièmement, les chukot, vous savez tous que dans la terminologie habituelle, appellent les mitzvot qui sont au-delà de la logique humaine, qui ont leur logique bien sûr, mais ils sont difficiles à attraper, parfois même impossibles à attraper, par la logique humaine. La mitzvah de Shatnez, l'interdiction de la laine et le lin, Bassar Bechalab, toutes sortes de mitzvot que l'on peut peut-être en se cassant bien la tête trouver une raison, mais enfin, ces mitzvot n'ont rien à voir avec les mitzvot qui sont logiques, on va dire, qui sont admises par même les nations, interdiction du meurtre, du vol, etc., des choses, le respect des parents. Il y a d'autres mitzvot qui sont peut-être moins évidentes, mais qu'avec réflexion, on trouve des raisons, mais la vache rousse, la fameuse vache rousse, qui a la force de pouvoir purifier quelqu'un qui est impur, le fait qu'en se trempant dans le migvé, on devient pur, tout ça, ce sont des choses qui nous dépassent. Bon. Et donc là, la Torah nous emploie, si vous allez selon mes choukot, alors vous aurez toutes sortes de récompenses. Et Rashi apporte un midrash qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, Bochokota telchon? C'est-à-dire, vous respectez quoi? Ça y est, les mitzvot sont dites. On vous dit, si tu gardes les mitzvot, tu auras toutes sortes de récompenses. Alors pourquoi cette répétition? Shetiu amelim batora. Que vous vous investissiez avec amelut. On se donne dans la Torah. Alors là, on aura toutes sortes de récompenses. Une question se pose, quel est le choix de la Torah, de la Amelut de la Torah? C'est désigné par le mot Chukot. Pourquoi? Première question. Deuxièmement, finalement, la Torah, c'est aussi une mitzvah, donc finalement, apparemment, c'est inclus dans le deuxième mot qui dit mitzvotai tishmeru, le limud de Torah. On parle de limud de Torah, il faut étudier Torah. Et si on étudie Torah, Akash Baruch Hu va nous octroyer toutes sortes de récompenses. Oui, c'est la raison pour laquelle le limud de Torah est inclus dans le deuxième mot, mitzvotai tishmeru. Le limud de Torah, c'est mitzvah. Il faut étudier, comme il faut être étudié, il faut allumer les bougies, toutes sortes de choses qui sont inclus dans le mot mitzvotai tishmeru. Et donc le mot chukot désigne quoi? Non pas seulement le limud de Torah, mais la manière d'étudier la Torah, de Amelut. On va quelques mots expliquer un petit peu tout à l'heure. Amelut, c'est avec fatigue, avec insistance, avec assiduité, avec investissement total de toutes les cohortes et c'est rare, hein, les 10 cohortes du Nefesh. En examinant le sens du mot Bochukotai, du mot Chuka, Morazaken nous dit dans un autre endroit que le Lachon, Chukotai, prend sa racine dans Hakak, gravé, Hakika, Oteota Hakika. Vous savez que pour inscrire des écritures, des idées, il y a de manière générale, il y a deux manières. Il y a de l'encre sur du papier, et puis à la gravure, dans la pierre, dans le feu, on grave dedans.
On gratte la pierre, donc on enlève un peu de pierre, ça fait une lettre. Les otiot activa, les lettres écrites peuvent être effacées. Vous avez de l'encre sur un clave, enfin, sur une feuille, on peut prendre une lame, délicatement gratter, on enlève l'encre. Donc, ça peut être séparé. Une lettre qui est gravée dans la pierre, tu ne peux pas l'enlever. Si tu enlèves la lettre, la pierre doit être cassée, doit être brisée. Elle n'a pas de support, elle est gravée. On a enlevé un peu de pierre. Ça indique un chibour, une union extrêmement solide, extrêmement fort entre l'idée qui est imprimée sur cette pierre et la pierre. On appelle otiot achakika. Ce sont des otiotes qui sont imprimés dans le support. Et c'est ça le remède, c'est ça hein, l'allusion de la Torah. Si tu étudies Be'ofen de Hakika, et c'est quoi Be'ofen de Hakika de manière que ça soit gravé en toi, incrusté en toi, ça c'est pas l'investissement dedans, dans la Torah. L'investissement, ça veut dire la Hamelout. On va voir ce que ça veut dire, la Hamelout. On va tous se fatiguer, mais bon, pour Hachem, il y a beaucoup de choses à faire dans notre vie. Il faut travailler, il faut porter parnasse à la maison, il faut les mitzvot et tout. Donc, il faut ajouter encore ce paramètre qui s'appelle la Hamelout. Mais pour que ce soit une mitzvah qui est chakuka en nous, qui est profondément incrustée en nous, qui est inséparable de nous, qu'on ne peut pas gratter, qu'on ne peut pas enlever, c'est par la Hamelout de la Torah. Et toute personne qui a eu l'occasion dans sa vie de s'investir, même dans parfois des sujets qui ne sont pas forcément de la Torah, mais plus on s'investit, plus on a donné ses forces dedans, plus la chose s'incruste en nous. Et c'est ça que nous dit la Torah. Si tu vois ces fameuses récompenses avec certitude, tu dois non seulement faire les mitzvot, c'est évident, mais tu dois étudier au sein de Hakika, que ce soit profondément incrusté en toi. Comment ça se manifeste de nos jours, cette chose-là? Comment ça veut dire? Vous savez que la Hamelout, c'est pas comme on l'entend sur certains Gdolé Israël, qui étudient 18 heures par jour. Pour un homme bon, cultivé, moins investi, ça peut être parfois, pour employer le même terme, pas 18 ans, c'est 18 minutes par jour. Mais le fait que ces 18 minutes par jour, il les vole de son temps, il les extire de temps en temps, et qui se fatigue pour trouver ce temps, et qui va peut-être faire une affaire de moins pendant ce temps, ces 18 minutes qu'il va consacrer à la Torah, alors ça s'appelle une améloute. Des fois, le soir, on est fatigué, on est prêt, on est mûr pour aller dormir, mais il nous manque un Rambam, un Chumash, un Tanya, tout. On s'investit, ou bien on a pris sur soi pour une occasion d'étudier une Mishnah par jour. Je n'ai pas encore étudié ma Mishnah. C'est une grande améloute de se forcer à m'endormir, avant de dormir, d'étudier cette Mishnah. Ça s'appelle Shetiyu Amelim Batora. Et ça, c'est Vamash. Donc, c'est la paracha de Shabbat passé, hein, de l'avant-hier, à une quinzaine de jours de Shavuot, même matin Torah Tenu. C'est une immense indication qu'on nous donne, la Torah. Shetiyu Amelim Torah. Tu veux recevoir la Torah, il faut t'investir. Et ça, tout le monde le comprend. La récompense, elle est toujours proportionnelle à l'investissement. Et l'investissement, c'est la fatigue qu'on met dedans. Et ça, tout le monde comprend dans toutes les disciplines du monde, même dans le sport. J'entendais un ami sportif qui disait c'est une simra extraordinaire de pouvoir atteindre un but à la suite d'un effort, beaucoup de courses, beaucoup de renforcement du corps, etc. Et à la suite de ça, on a la récompense. Mais ça, c'est une chose très pshuto, très gashmiote. À plus forte raison lorsque c'est la Hamelout Batora. Et c'est d'ailleurs un concept qu'il faut vraiment que les parents parlent beaucoup à leurs enfants, leur expliquent. Oui, tu es parfois fatigué. Oui, tu as envie d'aller jouer. Je comprends que tu as envie d'aller jouer. Tu peux prendre un ballon avec tes amis. Certes, tu auras un petit moment pour cela. Mais sache que la réussite, Pasuk, im et telchou. Si vous vous investissez dans la Torah au fin de Hamelout, de fatigue, donnez ses forces, donnez tout ce que l'on a en soi, alors on a une certitude qu'on aura la tzlacha, aussi bien begeshmiut que beruchniut, aussi bien dans le matériel que le spirituel. Et encore une fois, la fatigue, ça veut dire un peu plus que ce que l'on peut. Vous connaissez toute cette mara qui dit que lorsque on loue un chameau pour faire 100 parsaot, 100 km, c'est un certain prix.
S'il doit faire 101 km, c'est le double du prix. Capitole, parce que tu ajoutes un centième, tu vas payer le double. Oui, parce que 100, il est habitué. Mais le un de plus que tu ajoutes, il faut dépasser, il faut transcender ses forces. Ça, c'est la Hamelut. Et chacun peut chercher, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, comment ajouter un petit peu. Et je donne un petit conseil, alors très très pragmatique, que je conseille souvent. Ces quelques minutes que vous avez consacrées, de plus, de Hamelut, de fatigue, tâchez de le faire le matin. Le matin, c'est beaucoup plus simple, l'esprit est beaucoup plus clair, beaucoup plus saloul, limpide. Ça peut être avant la tfila, ça peut être après la tfila, ça peut être ceux qui sont dans les transports en commun, prendre un livre dans les transports en commun, vous concentrer pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous mettez tout votre cerveau dedans, tout votre cœur dedans, et la journée est autre. C'est une autre journée. C'est une journée qui est pleine, vous faites le Tania du matin. Ceux qui ont du mal dans la Shana Kodesh, eh bien, vous lisez en traduction, bon, Rachel, Marc très bien traduit, avec des commentaires. Vous imprégnez de l'idée, vous la laissez mûrir en vous. Ça sera l'équivalent, ce qui est marqué dans Yom Yom, que quand on marche dans la rue, il faut répéter des Mishnayot par cœur. Malheureusement, peu d'entre nous connaissent beaucoup de Mishnayot par cœur. Et bon, on peut remplacer donc ce manque de Mishnayot précisément parce qu'on a de quoi lire dans les transports en commun, avec des commentaires, ou le Chumash, ou le Tanya, ou parfois Teilim, Mishnah, Gemara, 3 lignes, 4, 5, 6 lignes de Gemara. Bah, au Hachem, des Gemara ont expliqué maintenant, qui aident beaucoup. Et donc, cet effort-là, cet Amelut Batora, va nous amener vers la Hachem en bonne santé, vers de Shavuot, sur laquelle on espère vers la Hachem que ça sera les quêtes, la Yamim, les quêtes du temps difficile que nous passons, hein, ô combien difficile, tous les jours, dont on a malheureusement des mauvaises nouvelles. Ça nous serre le cœur à chaque fois et on prie pour nos amis, pour nos chayalim, pour ceux qui sont dans la détresse. Et on est sûr, et ça il faut être sûr, hein, nous faisons aussi partie de l'armée. Le fait que nous fassions télim, le fait que nous étudions pour eux avec la kavana, on a ajouté quelques télim tous les jours, toute la Keïla, tout le monde ajoute, on est sûr qu'on est partie prenant dans la victoire, partie prenant dans la guerre, partie prenant donc Mimela automatiquement dans la victoire. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire donc de Chizouk, hein, pour comme préparation à Matan Torah. Et donc, on doit faire Cheshbon Nefesh, hein, toute une achana, j'en parlerai de Hashem Bineder la semaine prochaine, que les jours depuis Rosh Chodesh, Sivan, jusqu'à Matan Torah, il y a plusieurs jours de préparation, même les Chet Kohanim, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est là que Akash Bokhu a fait du Klal Israël une nation sainte. Et puis, les jours de Prisha, de séparation, le jour d'approche. Donc, il faut se préparer. C'est fondamental de se préparer. Et je finis avec un mot intéressant. Les Gdolar Sidim disaient, demandaient un jour à Admour Amtsaï, ils ont demandé la question suivante. Mais ça veut dire quoi se préparer à Shavuot? Shavuot, c'est Zman Matan Torateno. Donc, c'est le mouvement qui vient du haut vers le bas. C'est Dieu qui donne. On n'a qu'à réceptionner. Bon, il faut une préparation pour ça. Pour préparer quoi? On va faire des marmaris, on va faire du limoud pour. Ça vient, c'est que je vous qui donne. Quand ils ont marché dans le désert, au bout de 49 jours, ils sont arrivés au Arsinaï, ils ont fait la Torah. Après, qu'à réceptionner. Pas qu'on vous demande un examen sur 100 vapines de Gemara ou autre chose. Cette question est allée jusqu'à. Le Mohammed, il a demandé à Mourazaken. Le Mourazaken, il dit oui, il faut se préparer à recevoir. Il faut se raffiner pour pouvoir recevoir. Quand vous voulez offrir un cadeau, vous voulez offrir un diamant à quelqu'un, il faut lui donner quelques cours, quelques leçons sur la valeur d'un diamant, sur la forme d'un diamant, sur à quoi il sert, sur combien il est beau, combien il vaut par rapport aux autres. Sinon, il va le recevoir, il va le regarder, merci. Mais une personne qui connaît la valeur de la chose, eh bien, il apprécie la chose. Et c'est ça notre préparation. Nous raffiner pour sentir l'immense cadeau que Dieu nous fait de nous donner la Torah avec laquelle on va pouvoir encore étudier, encore s'épanouir dedans, encore se réunir en groupe, et encore des questions, encore des réponses, ainsi de suite. Donc, hein, la préparation, c'est que le Keli soit raouille, que l'outil de travail que nous sommes
soit apte à recevoir la bracha qui est le Matan Torah. Alors, maintenant revenons à la halachot. Aujourd'hui, après un petit rappel de la semaine dernière, je vais essentiellement faire le shiur sur le chiyuv de Afrashat Chala. Il y a beaucoup d'organismes de Afrashat Chala et c'est bien de savoir quand on est tenu d'être mafrish la Chala, quand on n'est pas tenu, sur quelle sorte de pâte, de issa, de farine mélangée avec un liquide, on prélève d'autres farines ou d'autres issodes, d'autres pâtes sur lesquelles il n'y a pas d'obligation de prélever. Donc c'est bien de préciser des choses que pas tout le monde connaît avec précision. Alors d'abord, dans un premier temps, première halakha, donc une petite chazara de la semaine dernière. Je vous rappelle que je vous ai enseigné il nous arrive souvent d'être amené à réchauffer quelque chose pendant Shabbat. En vertu du principe de En Bishul Achar Bishul, on peut réchauffer certaines choses. Par exemple, vous avez un œuf déjà cuit au frigo, il est très froid, vous voulez le réchauffer. Si on a une marmite sur la table, dis bien sur la table, pas sur la plata. Sur la table, une marmite avec du bouillon, avec le repas du Shabbat midi, très chaud, des bouillons, on l'a enlevé de la plata, on sert tout le monde. On peut prendre l'œuf, le mettre dedans. On peut mettre un morceau de viande, le mettre dedans, de viande froid, mais cuit déjà, on peut le mettre dedans. Quelque chose qui a été cuit, on peut le mettre dedans. Ça s'appelle En Bishul Achar Bishul. Il y a une première cuisson de l'œuf dans l'eau, et je le remets dans un liquide. Donc c'est le même type de cuisson, c'est permis. La deuxième cuisson n'apporte pas, on va dire, un plus, un shevar suffisant pour être assourd. C'est moutarde. Lorsque vous avez un aliment qui a été cuit sans eau, pas comme l'œuf qui est cuit à l'eau, qui a été cuit au four, un gâteau, du pain, il est permis de le réchauffer devant une source de chaleur qui va le réchauffer une deuxième fois sans eau. Sur ce, nous disons En Afia Harafia. Quelque chose qui a été afouille ça veut dire cuit au four, on peut le recuire au four. Pas directement dans le four, bien sûr, il y a le problème des rabananes, mais dans des endroits chauds. Par exemple, vous prenez un gâteau, vous prenez du pain, et vous pouvez le réchauffer sur un radiateur bouillant, sur le couvercle d'une marmite qui est sur la plata, ou bien sur la plata, on a retourné une assiette creuse par exemple, qui va vous faire 2 cm, 2 cm et demi de hauteur. Vous pouvez mettre une challah dedans et dessus et la faire réchauffer. Parce que la challah a été cuite au four, quoi, sans eau, avec la chaleur du four, et puis vous la réchauffez une deuxième fois, sans eau, sur donc cette fameuse assiette retournée. La semaine dernière, vous m'avez demandé et si on avait une grille. Oui, effectivement, ça avait une grille un peu haute, 2 cm, on va dire, pour dire. Et par-dessus, on met le gâteau ou la challah. Bon, ça, c'est des choses admises, hein, c'est connu. Donc, nous tenons un bichou la chabichou et un afia charafia. Pas de issou. Maintenant, quand on croise les cuissons, c'est interdit. Quelque chose qui a été cuit à l'eau, on ne peut pas le réchauffer sans eau. Quelque chose qui a été cuit sans eau, on ne peut pas le réchauffer dans de l'eau bouillante. Dans les faits, un cas concret, obligé donc de refaire donc la liste de tous les cas. Encore une fois, hein, je pense que c'est évident pour l'immense majorité de vous. Donc, j'ai du pain ou des gâteaux. Il a été cuit au four. Si ce pain, ce gâteau, ces croûtons, etc., je les mets dans un bouillon très chaud, interdit, parce qu'ils ont été cuits au four sans eau liquide, et vous le recuisez dans de l'eau. Interdit. L'inverse aussi est interdit, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été cuit dans l'eau, et vous allez le réchauffer à côté d'une source de feu, par exemple, avec une cheminée allumée, à 20 cm, 30 cm du feu, ça s'appelle Keneged Amedora. On ne peut pas, parce que dans un premier temps, votre viande a été cuite à l'eau. Si vous la mettez à côté d'une source de chaleur ou bien d'une résistance, etc.,
elle va cuire sans eau. Donc, cette cuisson sans eau, à côté de la résistance, etc., va lui rapporter un shevar, va rajouter une amélioration dans cette viande qui a été auparavant cuite dans l'eau, et cette amélioration est interdite. Bon, ça c'est donc la présentation des halachot supposées connues. Ce que j'ai ajouté la semaine dernière, c'est qu'il y a des cas où on peut réchauffer sans eau un aliment cuit dans l'eau. C'était le chidouche de la semaine dernière. Quel est le cas? J'ai dans le frigo du riz, des vermicelles, un aliment qui a été cuit dans l'eau, mais où l'eau s'est complètement ou évaporée, ou bien complètement avalée par le liquide, par l'aliment. Très clair, on a cuit du riz dans l'eau. Maintenant, quand on a fini, on a mis le riz au frigo, il n'y a plus d'eau. Parfois, le riz est sec, complètement sec. Il a été cuit dans l'eau. Il est sec, mâche complètement sec. Je parle de ça. Ou bien des vermicelles, des pâtes. On les a cuit dans de l'eau, bien sûr. Puis maintenant, on a égoutté, on a mis au frigo. J'ai une boule de pâte comme ça, sèche. Donc, puisqu'elle a cuit dans l'eau, je n'aurai pas le droit de le mettre à côté d'un feu, parce qu'elle va se griller. Ça sera de la grillade après un bichoum dans l'eau, c'est interdit. Eh bien, je vous l'ai dit la semaine dernière que ça, c'est si on le met à côté d'une vraie source du feu. Mais si on met ces vermicelles ou ce riz ou toutes sortes d'aliments cuits dans l'eau, je dis bien sec, on en a parlé la semaine dernière, bien sec, sinon tout ce qui est humide, c'est problématique pour la cuisson. Un aliment sec, par exemple, un morceau de blanc de poulet, disons. Voilà, un blanc de poulet, il est complètement sec, il est cuit à l'eau. Voilà. Donc, du blanc de poulet, sec, cuit à l'eau. J'ai le droit de le poser sur le couvercle de ma marmite, qui est sur la plata, ou bien sur une assiette renversée. Pourquoi? Mais voilà qu'elle va se réchauffer sans eau. Apparemment, c'est tzlia, cuisson sans eau, qui suit une cuisson avec de l'eau. Ça devrait être à eau, interdit. Alors, on a des preuves que c'est permis. On a des preuves que c'est permis. En tout cas, la grande majorité des poskim permettent cette chose-là. Et la question se pose, pourquoi? Mais voilà que mon riz, mes vermicelles ou ma viande cuite à l'eau, quand je la réchauffe sur le couvercle de la marmite, très très chaude, elle se cuit sans eau. Donc ça devrait être une cuisson sans eau qui suit après une cuisson avec eau, ça doit être à eau. Et poskim donne la svara suivante, la vision dit que, en fait, tous les cas cités, le riz, les vermicelles, la viande, le poisson, etc., cuits déjà dans l'eau, lorsqu'on les réchauffe sur le couvercle d'une marmite, ça ne s'appelle pas une vraie tlia, c'est pas, on appelle de la grillade, ni du rôtissage. C'est ni rôti ni grillé, c'est réchauffé seulement. Donc la peoula, l'impact de ce réchauffage de mon riz sur le couvert de la marmite, c'est juste rajouter de la chaleur, mais ça ne transforme pas fondamentalement le riz en question. C'est pas du tout comme si j'ai pris le riz, je l'ai mis à côté d'un vrai feu, auquel cas il va commencer à griller, il aura un autre goût d'ailleurs. Il va beaucoup plus sécher, il va craquer, etc. Il aura un autre goût. Et ainsi de suite, si je prends un morceau de poulet cuit à l'eau et que je le mets à côté d'un feu ou bien dans un four, je le fais rôtir, il aura tout à fait un autre goût dans ce poulet. Par contre, le poulet que j'aurais fait réchauffer sur le couvert de la marmite, là, le chevar, l'amélioration est minime. C'est surtout une amélioration concernant le degré de chaleur, mais pas dans la matière elle-même qui va changer de structure, de texture. Tarlet, je conclus ce que je suis en train de dire maintenant. Attrapez bien le point, c'est un point très intéressant. Quand j'ai un aliment qui est bien sec, je peux toujours le réchauffer sur le couvercle de la marmite, ou bien sur une assiette renversée, ou bien sur un radiateur, enfin sur une source de chaleur qui ne soit pas un vrai feu non plus. Le platin, on a dit que c'est interdit, ça. Eh bien, je n'ai pas besoin de m'inquiéter si cet aliment il a été cuit à l'eau ou sans eau auparavant. Dans tous les cas, j'aurai le droit de réchauffer sur le couvercle de la marmite, parce que le réchauffage sur le couvercle de la marmite n'est pas considéré comme un afia ou tlia, c'est chimoum seulement, c'est juste un réchauffage. Voilà. Fin de la halakha. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que tout le monde a compris? Allez-y. Pas de questions? Tout le monde a compris? Je voudrais vous poser une question par rapport à ce qu'on avait vu au début pour Oui. les pâtes.
Oui. Si on les et qu'on avait vu aussi la semaine dernière, quand on avait dit que le kugel, il fallait faire motzi, puisqu'après les pâtes, elles étaient cuites, mais elles étaient passées au four. Non, j'ai dit que c'était marloquette, madame, n'oubliez pas, attention. Ah oui, 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 marloquette. Mais donc, Oui, ça serait oui, la oui. même chose pour des gratins de pâtes? Il y a marloquette aussi là-dessus? Voilà, absolument, un vrai, des pâtes gratinées, vraiment bien gratinées, que vraiment, on l'a passé au four, parce que souvent, c'est à peine gratiné, juste pour gratiner le fromage qu'il y a dessus, vous voyez. Mais Oui. quand vraiment que ça ressemble au kugel, effectivement, ça rentre dans la marloquette entre Rabbi Yachiv et Rabozin, effectivement. Ah d'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Allez, Gérard, des questions? Je vous entends plus. Pas de questions? OK. Alors, maintenant, je vois que le temps passe très, très vite. Je vais aborder donc des questions qui m'ont été posées parce qu'on s'approche de Shavuot. Il y a beaucoup de gens qui font des gâteaux dans le four de viande et veulent les utiliser du côté. Alors, je vais vous donner deux ou trois halachot. Ce sont des halachot qui sont délicates. J'hésite toujours à les enseigner parce que on a beaucoup tendance à s'embrouiller dans ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et après que je vous aurai enseigné ça à la route, je vous conseille quand même à chaque fois que vous serez dans la situation de redemander pour être sûr. La question est toute simple. Il y a une personne qui a fait cuire des légumes dans une casserole de viande. Et bien, l'intention de cette personne, c'était des pommes de terre, des légumes, c'était de faire précisément un gratin. Ensuite, de le passer au four avec du fromage et faire un gratin avec ses légumes. Il s'est trouvé que la casserole en question, dans laquelle elle a fait cuire les légumes, par erreur, c'était une casserole bassari, bien, mais parfaitement propre, donc les pommes de terre étaient parfait, mais cuit dans une casserole de viande. Donc la question classique, traditionnelle que tu as demandé, est-ce que mes pommes de terre sont devenues viande, est-ce qu'elles sont devenues bassari ou non? Cette question-là, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, si elle était baignomo, pas baignomo, ça dépend de beaucoup de choses, si elle était propre, pas propre, etc. Je vais vous dire dans le cas où la casserole en question a été battue. Le cas qui m'a été soumis cette semaine, c'est qu'à midi, ils avaient fait de la viande. Et puis, quand ils ont fini le repas, la maman s'est affairée pour préparer donc ses légumes pour le gratin du lendemain. 1 heure, 2 heures après, donc elle m'a dit, bon, ma casserole était parfaitement propre, mais est-ce que mes légumes, ils sont devenus bassarés? Alors, la réponse, entendez bien, ce que je donne comme réponse, ça c'est la réponse d'après le Rama et pour Cheikh Chabad aussi. Pour les Sfaradim, c'est un peu différent. Donc, si parmi les Talmidim, il y a les Talmidot, il y a des Sfaradim qui font le Minak Sfarad et qui tiennent le Minak Sfarad, alors demandez-moi, je vous dirai comment ça marche. Il y a des petites différences. Maintenant, pour le psak du Rama, du Admor Hazaken, ces carottes, ces légumes qui ont été cuits dans une casserole de viande, il est interdit d'en faire un gratin au fromage. Le goût de viande qui a pénétré à l'intérieur de ces légumes, il s'appelle, je veux dire un terme barbare, amusant, nat barnat. Mamie? Oui. Bien. Alors, j'ai été contente. Ça Noten tam, bar noten tam. C'est ça. La machine? Donne du goût. Et ben, c'est la Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la viande qui a été cuite à midi, elle a pénétré dans les parois de la casserole. On dit elle est noten tam, nat. Nat, c'est arracheté votre noten tam. Ensuite, elle ressort dans les légumes. Donc, ce qui ressort dans les légumes, c'est le fils. C'est des dérivés, c'est les conséquences de la première absorption. Donc, le goût de viande est rentré dans la paroi et une fois elle est ressortie de la paroi, elle est rentrée dans les pommes de terre. Donc, ce n'est pas du vrai goût de viande. On ne parle pas de pommes de terre qui ont été cuites avec de la viande. On parle des pommes de terre qui ont pris un goût de viande qui a auparavant pénétré dans les parois. Ça s'appelle nat barnat. Nous, notre psaque, notre usage,
c'est de considérer que ces pommes de terre sont en quelque sorte bassarites. Donc, il est interdit de faire un gratin, le mélanger avec du fromage. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut trouver une autre solution. J'ai dit à cette dame, écoutez, arrangez-vous, vous mangez vos pommes de terre avec autre chose que du fromage. Mangez-le neutre ou bien avec de la viande. Un point que vous devez savoir, c'est comme il y a une immense divergence d'opinion dans cette halakha que je viens de citer, le psak est que si ça a été fait par inadvertance, imaginons qu'une femme, elle m'appelle après avoir fait son gratin. Donc, elle a fait cuire des légumes dans une casserole de viande batioma du jour. À midi, elle a fait de la viande, elle a nettoyé. À 2 heures, elle a fait des légumes, pommes de terre. Et puis, elle s'est fait un gratin avec du gruyère, etc. Elle m'appelle en catastrophe, voilà la catastrophe, j'ai cuit mes légumes du côté Bassari. Et quand j'ai fini donc mon gratin, j'ai mis tout ça dans mon four de lait, mais mes légumes étaient apparemment Bassari. C'est fait déjà. Eh bien, vous êtes peut-être étonné. Bediavad, on peut manger ce gratin. À ne pas confondre, faites extrêmement attention. Si les pommes de terre avaient été cuites avec de la viande, il n'est pas question de les manger si ça a été cuit ensuite avec du fromage. Hein, si dans le même repas, dans la même sauce, dans le même repas, vous avez mis des pommes de terre, des légumes avec de la viande qui sont cuits en même temps dans la même casserole, les pommes de terre deviennent bassari comme si, pratiquement comme si c'était de la viande. Donc si vous le mélangez avec du lait après, on met tout ça à la poubelle, ça saute. Pas de discussion là-dessus. Sauf bien sûr s'il y a chichim, des bitoulim, bon, hein. Sinon c'est assaut. Là, ce dont je parle, c'est que les pommes de terre n'ont pas été cuites avec de la viande. Les pommes de terre ont été cuites dans une casserole dans laquelle on a fait cuire de la viande 1 heure ou 2 avant. Pas pareil. Donc, a priori, c'est interdit, mais si ça a été fait, bédiavad, vous avez le droit de manger. Donc, si un jour vous êtes chez des amis et vous dites, voilà, nous on a fait un gratin, etc., elle vous raconte toute son histoire, vous dites, mais tu savais que c'était interdit de faire ce gratin. Pourquoi? Parce que tu l'as fait dans la vaisselle de viande. Et oui, mais elle était très très propre. Et oui, mais elle était très très propre, mais tu as fait de la viande ce jour-là. Donc, c'est interdit. Eh bien, malgré le fait que c'était interdit de faire cette chose-là, de faire ce gratin, maintenant qu'il est fait, on peut le manger. Voilà. J'espère que tout le monde a compris, c'est une finesse. C'est-à-dire cette fameux slogan que j'ai appelé Nat Barnat, c'est interdit les khatrila, a priori, mais Bediavat, si ça a été fait, on peut quand même le manger. Maintenant, Excusez-moi, mais Bediavad, d'accord, a posteriori, mais est-ce qu'il faut quand même pas vérifier il y a les fois 60 du volume des parois si à 60, il n'y a pas de problème, mais sachez que c'est éminemment rare que dans les légumes, il y a 60 fois le volume des parois. Parce qu'on regarde, on fait comme si toutes les parois sont devenues viande en quelque sorte. Donc c'est très très difficile. On a fait les comptes, hein, on a pris le volume à l'époque. On s'est amusé à regarder le volume, à faire le compte et tout. C'est kimat, jamais ça arrive que ce que vous mettez dans la casserole, elle fait 60 fois le volume de la casserole. Ça n'arrive pas pratiquement. Sauf si vous avez une casserole, vraiment, des feuilles d'aluminium, ça n'existe pas. Quoi. Ça n'existe pas. Donc voilà. Maintenant, regardez le point que j'ajoute. C'est clair, hein, vous avez compris. Oui. D'accord. D'accord. Alors, regardez ce que j'ajoute maintenant. Imaginons, je reprends le même cas. Bon, je ne vous cache pas que j'ai pris mon courage à deux mains avant de vous dire ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que les gens s'embrouillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même des gens qui ont fait la smicha, ils ont appris notre barnat, ils s'embrouillent. Pour ça, je vous dis ça au compte-goutte. Notez bien, je vous dis 2 cas, et puis on va s'arrêter sur ce point-là. Peut-être on reprendra après, mais il faut vraiment se laisser le temps d'assimiler. Maintenant, on va prendre un cas un peu plus favorable, que vos légumes en question, ils ont été cuits dans une marmite de viande, mais la marmite de viande n'était pas batioma. Et la majorité des cas, c'est comme ça que ça marche. La maman a oublié, elle a fait ses légumes avec une casserole de viande, mais qu'elle a tiré de son placard, qu'elle n'a pas utilisé depuis un jour, 2 jours, plus de 24 heures. Donc, les pommes de terre en question, les légumes, ont certes avalé du goût de viande qui était
qui ont pénétré dans la marmite, mais ils ont pénétré dans la marmite il y a plus de 24 heures. Donc, ce goût de viande, il s'appelle dans la halakha noten tam nifgam. Il donne un goût négatif. Donc, effectivement, il y a un goût de viande, mais il est un peu abîmé. Donc, la différence qu'il y a entre le premier cas que j'ai cité et celui que je cite maintenant, c'est que si cette dame a fait des pommes de terre dans une telle casserole, et ce cas, je vais vous l'actualiser, c'est en général toutes les salades qu'on a fait vendredi pour Shabbat. En général, je dis bien en général. Baruch Hashem, les tables sont pleines de salades, des poivrons, des pommes de terre, toutes sortes de choses, du maïs et tout. Ça a été fait cuire, c'est cuit dans de la vaisselle de viande. Et c'est très rare que c'est de la vaisselle de viande qui a été utilisée avec de la viande dans les dernières 24 heures. Dans l'immense majorité des cas, c'est des casseroles qui n'ont pas été utilisées. Donc ce sont des légumes cuits dans des casseroles de viande Enam Batiova, qui ont plus de 24 heures d'utilisation de viande. Ces salades en question, alors bien attrapez bien le point. En d'autres termes, vous vous trouvez dimanche avec un tas de salades, pommes de terre. Vous avez fait 2 kilos de pommes de terre en attendant la famille, personne n'est venu. Allez, vous avez 2 kilos de pommes de terre, 3 kilos de pommes de terre cuites déjà. Dans une casserole de viande qui n'est pas battue en main. Il n'y avait pas de viande dans les dernières 24 heures. Et avec ces pommes de terre, vous voulez faire un gratin. Ben, sachez que Bedi Avad, puisque la viande qui est rentrée dans ces pommes de terre, elle était pougouma, les pommes de terre étaient cuites dans une marmite qui avait passé 24 heures après sa cuisson de viande, et ben, ces pommes de terre, on peut faire un gratin avec. Vous comprenez pourquoi je me méfie dans ces choses, les gens s'embrouillent beaucoup. Ça veut dire, pour résumer, si ce sont des légumes cuits dans une marmite de viande batioma, c'est rigoureusement interdit de faire un gratin avec. Mais si ces légumes ont été cuits du côté viande, avec une marmite qui n'a pas eu de viande dans les dernières 24 heures, vous pouvez prendre ces pommes de terre, les mettre du côté lait et faire un gratin avec, manger avec du beurre ou du fromage. Belle alachas. En général, je dis aux gens d'éviter de faire des mélanges comme ça. Si c'est arrivé Bedi Avad, on le fait, vous voyez. A priori, il ne faut pas se dire, voilà, je vais cuire mes pommes de terre du côté viande et je vais les manger avec un gratin du côté lait. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'on s'embrouille, c'est sûr, surtout avec les enfants, tout se mélange. Mais c'est des cas exceptionnels, des cas, comme je vous dis, des cas où on se retrouve avec des kilos de légumes qu'on a fait cuire déjà. Les invités ne sont pas venus, on ne sait pas quoi on va faire. Pour les récupérer, on veut les manger du côté lait, en recuire, etc. Sachez qu'il y a un éther, il y a une permission si ces légumes ont été cuits dans une casserole, une kdra, chez Enabatioma, chez le Bassar. Une casserole cuite dans une marmite qui n'a pas contenu de viande à chaud les dernières 24 heures. Voilà, une belle halakha qui peut vous servir parfois. Je sais que très souvent les gens sont très très contents de cette halakha. Et je vais rebondir maintenant sur quelque chose qui est beaucoup plus proche à l'approche de Shavuot, mais qui sert toute l'année. Question traditionnelle, toutes les chalotes qu'on fait dans notre four de viande, est-ce qu'on peut les utiliser du côté lait? Très souvent, il nous reste plein de chalotes à la maison, le Motsai Shabbat. Bon, on voudrait les prendre au petit déjeuner. Les enfants, ils aiment bien les chalotes au petit déjeuner. Ou bien même si c'est pas au petit déjeuner, c'est au repas du soir, mais avec un repas halabi, lacté. Est-ce que c'est possible cette chose-là? Autre manière de poser la question, est-ce que des chalotes cuites dans un four de viande, elles sont viande ou pas? Question simple. Oui, non. Est-ce qu'elles sont parvées ou est-ce qu'elles sont viande? Question traditionnelle que tout le monde demande. Et donc, les conséquences immédiates, c'est on va manger un repas halabi à Shavuot. Est-ce qu'on a le droit de manger avec des chalotes qui ont été cuites dans le four Bassari, parce qu'on n'a pas un four halabi. Beaucoup de gens n'ont pas un four pour faire des chalotes halabi. Le seul four à pain qu'ils ont, c'est le four de viande. Donc, est-ce qu'il devient viande ou pas? Ce qui bloque beaucoup pour le manger du côté halabi. Alors, je vais vous donner donc la réponse. La réponse est toujours avec précaution. Hein. Comprenez bien les conditions qu'il faut pour pouvoir permettre ce genre de choses. Oui, il y a une possibilité
il y a une possibilité d'avoir des chalotes à la maison parvées, neutres, faites dans un four de viande. Ça existe. Et l'inverse aussi. Des chalotes parvées faites dans un four de lait. Il y a des gens qui ont un four de lait, ont beaucoup de gâteaux dedans, de gâteaux, du pain, et ils voudraient que ces gâteaux et ce pain restent parvés, restent neutres. Alors, c'est pas compliqué, halakhiquement, pas maintenant techniquement, mais halakhiquement, c'est pas compliqué. Il faut répondre à deux conditions. Le top, bien sûr, le top, c'est de cachériser le four. Bon. Pour dire ça, bon, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces introductions. On peut le laisser brûler, on le nettoie bien, puis on le laisse brûler pendant un quart d'heure. Bon, ça y est, il est cachérisé. Mais parfois, ni on n'a plus le temps, des fois les chalotes sont faites, on va savoir si elles sont neutres ou pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. Si le four est propre, ça, je laisse sur les épaules de chaque famille de garantir que le four est propre. Je ne sais pas, il y en a qui sont découragés, moi c'est impossible, un four ne peut pas se nettoyer. Non, là je l'ai mis, je ne suis pas d'accord, on peut très bien le faire, j'ai vu des mamans compétentes, des enfants compétents, le four il est propre, il ne trouve pas des produits, ça, des bons produits, pour des capots et tout, le four il est impeccable. Eh bien, si on répond aux conditions suivantes, premièrement, il est impeccablement propre, le four, et qu'il n'y aura pas un contact direct entre les gâteaux et les chalotes et les plaques sur lesquelles ils vont cuire. Si les plaques sur lesquelles vont cuire ces chalotes sont des plaques qui ont contenu de la viande déjà, il faut absolument mettre un écran sous forme de papier aluminium, pas sulfurisé. Le sulfurisé pour eux. Vous mettez du papier aluminium sur les plaques. Vous mettez par-dessus vos gâteaux vos chalotes. Le four est propre extérieurement. Les gâteaux et le pain ne donnent pas beaucoup, on va dire, de buée, etc. C'est quand ça marche. Il y a le fait qu'il y a eu un écran entre les chalotes et la plaque, donc ça ne rentre pas du tout dans la sheila que j'ai résolue tout à l'heure, ce que j'ai appelé natbarnat, ou des pommes de terre cuisées dans la marmite. Là, en l'occurrence, vous avez mis un écran. Donc, ce qui pourrait ressortir de la plata de viande, la plaque de viande, elle va rencontrer d'abord le papier aluminium. Et donc, le goût qui serait dedans n'a pas la force de sortir de la plaque et de pénétrer le papier aluminium. Ça, c'est un ligne claire dans le four en avant. Si le papier aluminium, vous l'avez mis sur la plata, sur la plaque, sans humidité, à sec, bien entourer la plaque, et vous mettez par-dessus le gâteau, eh bien, sachez que votre gâteau est parvé, que vos chalotes sont parvées. Et j'ajoute que ceci est vrai même si la plaque en question, elle était batioma de viande. Ça veut dire que le vendredi matin, disons, on a fait le repas shabbatique, on a mis de la viande sur les plaques en question, et puis la maman, elle dit, voilà, il me manque des chalotes. Elle va faire des chalotes dans le four dans lequel elle a fait de la viande le matin. Donc, le batioma. Donc, il faut avoir un dégourdi qui va bien vous nettoyer le four. Je ne parle pas de pyrolyse, pyrolyse, tant mieux. Je ne parle pas pour l'instant de pyrolyse, ni de cachérisation. Je parle de faire des chalotes sans rien cachériser. On nettoie, des capfours, les produits qu'il y a dit. Choumanite, voilà, c'est le miracle, le produit miracle. Nettoie tout, il ne reste plus rien. Papier aluminium sur la plaque. Ou alors, vous avez une plaque neuve, ça arrive. Ou bien vous avez une plaque sur laquelle vous savez, ça arrive. Elle n'est pas neuve, mais on n'a jamais mis de viande dessus, on fait que des légumes dessus, ça existe aussi. Dès l'instant que la plaque, elle n'est pas vraiment vassarive, donc c'est neutre. C'est une halakha extrêmement intéressante, et c'est comme ça que je préconise aux gens de la choule et tout, aux mamans et tout. Si vous voulez avoir des chalotes neutres que vous allez manger dans la semaine, etc., faites attention que votre four soit parfaitement propre et que les chalotes soient faites sur du papier aluminium. Et c'est bon.
et même si le four a été utilisé dans la viande les dernières 24 heures. Voilà. J'écoute vos questions avant d'avancer. Rav, là, vous Oui. avez dit qu'on mettait, excusez-moi, de l'aluminium. Mais si on mettait du papier sulfurisé, ça serait la même chose? Non, j'ai dit, vous avez arrêté le mot que j'ai dit. J'ai tout de suite dit, surtout pas du papier Ah, sulfurisé. d'accord. Et la raison, c'est très simple, parce que c'est pour eux. C'est Ok. pour eux, ça traverse. Vous voyez bien que le papier sulfurisé, il sort humide. S'il y a de l'huile, ça traverse. Alors, le Mm. papier aluminium, ça ne traverse pas. S'il n'est pas déchiré, ça ne va pas traverser. Et si c'est pas Benyomo, c'est bon. Alors, maintenant, si ce n'est pas Benyomo, je vais quand même exiger le papier aluminium. Et je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Parce que si ce n'est pas Benyomo, donc la plaque, on n'a pas utilisé dans les 24 heures, mais que je ne mets pas de papier aluminium, ça veut dire que je vais poser à même la plaque mes chalotes. Donc, ces chalotes, elles vont avaler le goût de viande qui est rentré, on va dire, il y a 48 heures, qui est rentré dans la plaque et qui est sorti dans le pain. Là, vous rentrez dans la sheila initiale dont j'ai parlé au début du shiur, de Nat Barnat. Et ça, si vous vous rappelez, Oui. je vous dis que, a priori, si ça a été mélangé, oui, mais si ça n'a pas été mélangé, on évite cette chose-là. Voilà, la réponse est l'echatrilalo. Bediavad mutar aval l'echatrilalo. Vous voyez? Ok. Donc, Merci n'oubliez beaucoup. pas de. Sinon, on rentre dans les marlocotes. Je ne veux pas être trop tranchant parce que pour les Sfaradim, c'est moutard, vous voyez, donc, Mm. mais pour nous, c'est interdit. Voilà. Les Sfaradim, ils D'accord. permettent tout ça, mais nous, on interdit ça. Merci beaucoup. Voilà. Autre question, allez-y, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Lorsque vous parlez du pain qui a été donc cuit dans un four viande, et puis bon, il a été utilisé, donc je suppose que là, par contre, ça ne marche pas. S'il a été entamé et que le matin, par exemple, on s'en serve enfin, pour le lendemain, on s'en sert avec du laitage. S'il a été entamé, là, ça ne marche plus, je suppose. Il a été entamé et utilisé lors d'un repas viande. Oui. Alors, oui, c'est une bonne remarque que vous faites. C'est indiqué dans le Shulchan Aruch que du pain qui a traîné sur la table de viande, c'est un doute, donc on fait tout pour ne pas manger avec le lait. Voilà. Oui, ça vous avez raison. S'il a traîné, si on a fait attention, je connais des familles, quand il n'y a pas trop d'enfants et tout, les enfants ont grandi, bon ben, ils font attention, ils coupent le morceau de pain qu'ils vont manger dans le repas shabbatique, et puis ils remettent le gros morceau de challah, ils le remettent sur la plata de Shabbat, vous voyez, elle reste de côté. Ils font ça exprès, je vous dis, pour que ça reste parvé. Si on fait attention, ça reste parvé. Mais si, comme vous avez dit ça, on ne fait pas attention, ça traîne sur la table, là, dans le doute, on ne mange pas du côté des hauts. Vous avez raison. Merci. Voilà. Autre question? Euh, oui, j'ai Allez. une question. Vous Oui. savez, dans le cas de la marmite qui a pas utilisé la viande pendant 24 heures, si on fait cuire des pâtes dedans à la sauce tomate, est-ce que si on peut les mettre dans une assiette en plastique et mettre du fromage dessus ou pas du tout? Alors, vous parlez, c'est un obéniomo, c'est ça que vous dites? Oui, le cas de la deuxième casserole, Oui. elle a pas été utilisée depuis plus de J'ai très 24 bien heures, elle est compris. propre. J'ai très bien compris. Alors, écoutez bien l'année coudin. Écoutez le point. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de poser des questions parce que c'est des cas tellement fins que. On n'a pas le droit a priori. A priori. Vous savez que vous allez manger ces pâtes avec du beurre. Vous le savez. Et donc, vous permettez de cuire les pâtes du côté bassari avec une casserole qui n'a pas été utilisée en viande depuis une semaine. Allez, une semaine. Vous dites, bon, ça fait une semaine qu'on n'a pas utilisé, je fais des pâtes, je vais mettre avec du beurre. La réponse, c'est que non, c'est interdit. Écoutez bien la nuance, c'est très très fin. Ça veut dire, les khatrila, vous pensez a priori à faire cuire un élément du côté viande avec l'intention de le manger avec du beurre. Ça, c'est interdit. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Si par contre, comme ça arrive très fréquemment, vous avez fait cuire ces pâtes du côté bassari, vous avez fait cuire, mais pas avec l'intention de faire un gratin. Stam. Comme on dit, vous avez cuire stam. Et puis, après la cuisson, il en reste au frigo. Ou bien, par exemple, vous allez manger des spaghettis avec quelque chose le soir, puis il reste des pâtes à la maison. Ces pâtes n'ont pas été faites bécavana de manger du côté lait. Elles ont été faites stam.
puisqu'elles ont été faites stables, dans ce cas-là, vous avez le droit de prendre une assiette, comme vous dites, jetable et manger avec du lait. Est-ce que D'accord. vous voyez, c'est très simple. C'est la Cavana qui change tout. Si on les fait d'office dans le but de mettre du gruyère dessus, on peut pas. Mais s'il en reste et que on veut le faire, alors on peut le faire. Je comprends. Vous comprenez la svara, c'est très logique, parce que sinon, Keilou, Milechatrila, je vais faire Keilou exprès de faire cuire quelque chose du côté viande pour manger du côté lait avec du lait. Quelque part, ça ne fait pas sérieux, vous voyez. On peut arriver à des choses négatives. Mais si déjà c'est fait, bon, Chachamim nous ont permis. Je comprends. Voilà. Allez, Merci. questions. Pas d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Je vous dis, c'est des questions, elles sont très fines et c'est des questions à poser, à reposer. Rav, vous m'entendez là? Oui, moi, parfaitement. Oui. J'aimerais savoir quel est le dit des chalotes achetées chez le boulanger. Mhm. Est-ce qu'elles sont parvées ou est-ce qu'elles sont bassari? Ah, j'espère qu'elles sont parlées. J'ai beaucoup de mal à J'aimerais imaginer. savoir quel est le din de ces chalotes qu'on achète chez le boulanger. Non, mais pour moi, c'est Elles sont évident. parvées. C'est évident. Je ne vois pas un boulanger qui va se permettre de vous vendre des chalotes, sachant qu'elles ne sont pas parvées. Ils savent très bien. Vous savez qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande Shabbat, hein, c'est pas bien, mais il y en a qui ne mangent pas de viande. Ils achètent ça pour manger que avec du lait. C'est évident qu'un vendeur de pain, de chalotes, il doit vous vendre quelque chose qui est Becheskat parvé. C'est évident. C'est évident. Et si vous en trouvez un qui ne fait pas ça, dites-le moi. Oui. On va dire. Et Oui. est-ce qu'on a le droit d'utiliser des chalotes le jour de Shavuot? Ces chalotes que j'ai mis sur la table, j'ai le droit après de les pour manger de la viande, pour faire motzi et utiliser ces chalotes avec un repas bassari. Oui, alors il y a eu la même question tout à l'heure. Vous avez le droit à l'unique condition que vous avez fait attention qu'elles ne traînent pas. Vous avez toujours les yeux dessus, mais si ce sont des chalotes qui ont traîné sur la table de lait ou sur la table de viande, ça traînait, comme on sait, c'est évident que le jour du repas de Shavuot, il y a du beurre, il y a de tout qui traîne. Si les chalotes ont traîné, on dit elles sont becheskat chalavi. Mais je connais beaucoup de gens qui font attention, hein, ils coupent une partie, puis le reste, ils le mettent de côté, pas forcément hors de la table, hein, sur la table, mais sur le plateau, ils recouvrent quelquefois avec la mappa pour être sûr que personne ne va y toucher. Si on fait attention, ça reste parvé. Si on ne fait pas attention, alors là, ça devient bassari. Bien qu'on sache que très souvent, ça a traîné, mais c'est quand même très propre. Des fois, ça se voit, mais même, on a toujours peur que quelqu'un n'ait pas les mains propres, etc., qui a touché. On craint toujours cette chose-là. Allez-y, autre question. D'accord, merci. Allez. Pas d'autres questions? Excusez-moi, pour des Bon, légumes, est-ce que je peux vous parler ou il y a quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, je vous écoute. Pour des légumes qui auraient été cuits au four, le four est propre, mais je n'avais pas spécialement l'intention de manger avec des produits laitiers. Mais il reste des légumes. Est-ce que je pourrais... Mais c'est un four viande, hein. Est-ce que je pourrais manger avec du fromage froid, mais pas chaud? Mais vraiment mélangé, vraiment mélangé. Alors, le problème que j'ai dans votre question, madame, c'est que si vous avez fait cuire dans un four de viande, c'est que certainement vos légumes étaient dans un ustensile de viande. Oui? Qu'est-ce que, par exemple, non, pas même l'ustensile. Bon, c'est vrai que bon, c'est le problématique, c'est le papier sulfurisé, quoi. Oui, ah oui. Mais il n'y a jamais de viande vraiment sur le papier, sur les plaques, c'est ça aussi. Ok, donc, bon, ça vous dit autre chose. Donc, si vous avez fait vos légumes, attends, encore une fois, c'est important ce point-là. Est-ce que vous avez fait cuire vos légumes dans un ustensile ou sur la plaque du four? Sur une plaque de four où on met le pain. La plaque du four, oui. Oui. Alors, bon, si maintenant vous savez, vous êtes la patronne chez vous, vous savez que sur cette plaque, on ne fait pas de viande en général. Quand on fait de la viande, on le fait griller sur des broches, etc. Donc, vous savez que elle a pu avoir des éclaboussures, des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose dans laquelle, c'est pas ce qu'on appelle un kélibassari. Hein. Alors là, effectivement, il n'y a aucun problème.
Par contre, si D'accord. vous avez mis sulfurisé, c'est comme s'il n'y avait rien. Ça traverse. Donc ça sert à Ouais, rien. c'est ça. Ouais, c'est papier aluminium, vous avez dit, d'accord. Faut de la lumière. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, le temps court vite. Hein. On n'a pas beaucoup de temps de dire la faute, mais enfin, ce sont des choses importantes. Je vais vous dire deux ou trois petites halachot sur Afrashat Chala, et je pense que je vous ferai un shiur complet la semaine prochaine. Je pense, hein, ouais, Shavuot, c'est mardi, mercredi. Ouais, ouais. Sagesse, on l'a, le livre sagesse. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Ouais. Bon. Alors, deux ou trois sur Afrashat Chala. Je vous ai dit rapidement la semaine dernière que pas toutes les pâtes nous exigent, nous apprendre une obligation de Afrashat Chala. Si une pâte, je dis même une pâte, ce qu'on appelle bila ava, un pétrissage épais. C'est pas le cake, c'est pas la pâte à beignet ou la pâte, encore, les beignets, il y a des pâtes qui sont épaisses. Il y a de la pâte molle, la pâte à crêpes molle. Je parle de la vraie pâte à pain. Si j'ai l'intention de faire exclusivement des beignets avec cette pâte à pain, il n'y a pas d'obligation de prélever la challah. On verra après s'il y a des chumot à faire. Bon, je ne suis pas dans la souga des chumot, je suis dans la souga de l'halakha pure et dure. Donc, si vous faites des beignets, vraiment des beignets d'origine, hein, pas le beignet avec toutes sortes de produits dedans, la pâte, vraiment de la pâte à pain, la vraie pâte à pain, et j'ai l'intention de faire que des beignets avec. Tout va passer dans l'huile, tout va être frit. Eh bien, il n'y a pas d'obligation de prélever la challah. Et le point intéressant, c'est que la raison, c'est qu'elle n'a pas le titre halachique de l'echem. Ça s'appelle pas du pain. C'est autre chose, c'est du gâteau, c'est ce que vous voulez, c'est pas du pain. Ce que la Torah appelle du pain, c'est quelque chose qui est cuit au four. Quelque chose qui est cuit dans l'huile ou à l'eau, c'est pas du pain. Donc il y a deux conséquences énormes. Premièrement, il n'y a pas d'obligation de prélever la challah. Deuxièmement, la bracha, c'est mezonot et pas moti. Et je vais ajouter plus, troisième halakha, même que je mange de ces beignets jusqu'à arriver à satiété, tu mangeras et tu seras savéa, même que vous avez à satiété, on dit j'aime Birkat Amazon, on ne fait pas aussi. Alors que vous avez certainement tous entendu que quand on prend du gâteau qui a été cuit au four, si on en mange des grosses quantités, qu'on est savéa, etc., on parlera à l'occasion des conditions, on peut arriver à faire Birkat Amazon. Par contre, quelque chose qui est cuit à l'huile, elle ne rentre pas sous la catégorie hébraïque qu'on appelle lechem, mais on peut considérer que ça bourre et ça dit comme du pain, mais c'est pas du pain. D'après la Torah, c'est pas du pain. Et le passouk de la Torah qui nous dit qu'il faut prélever un isaron, etc., une certaine quantité, sur un certain côté de farine, il faut prélever, il parle de quelque chose qui est passé au four, quelque chose qui est passé à l'huile ou à l'eau. Il n'y a pas ni d'obligation de prélèvement d'Achala, ni une birkat Amazon. C'est autre chose. Alors, un point intéressant, il faut faire extrêmement attention. Il arrive très fréquemment qu'on fasse beaucoup de pâtes. Il y a une partie pour la passer au four, une partie pour faire des beignets. Eh bien, il suffit qu'il y ait une petite quantité de cette pâte qui soit réservée à être passée au four à deux. Alors, ça oblige toute la pâte au prélèvement. Et encore un din dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire, ce din du beignet dont je parlais, qui est mésonote et qu'on ne prélève pas, c'est dans la mesure où l'intention de celui qui le fait, c'est de faire l'ensemble de cette pâte, de la faire en beignet. Mais s'il commence à avoir des marchavada et marchavada là, un petit peu là, alors ça, l'obligation revient. C'est une chose. Maintenant, deuxième petite phrase concernant cela, c'est il peut arriver que la pâte que l'on fasse, c'est une pâte qui est complètement liquide. Complètement liquide. La pâte à crêpes, on va dire. Vraiment, et lui, certains, on trouve dans le commerce du pain extrêmement élastique, extrêmement tendre.
Alors, comment ils font pour vraiment? Quelqu'un m'a dit, ben, la pâte est liquide, pratiquement liquide. Lorsqu'une pâte est liquide, mais que le but de cette pâte liquide, c'est qu'elle soit passée au four, pas qu'elle soit cuite comme les beignets avec la pâte molle qu'on met dans le bine. Mais le but, c'est pas de passer au four, eh ben, ça s'appelle lechem. Donc, il y a obligation de prélever la challah, et c'est du moti. Ça veut dire que si vous faites un pain qui est complètement liquide, on ne peut pas prélever la challah sous forme de liquide. C'est pas une issa, une pâte. Donc, on attend le passage au four, et lorsque cette pâte elle sort du four, donc elle se durcit, et pour appliquer dans un cas plus concret, parce qu'on ne fait pas tellement de pain comme ça, mais le cas archi concret, c'est le cake, que toutes les familles font ce genre de choses. Hein, souvent, les gâteaux que je vois qu'on fait à la maison, avec les enfants, la maman, bon, la pâte est complètement liquide. On fait ça dans des moules, vous mettez ça au four. Si vous avez mis la quantité suffisante pour faire la bracha, vous prélevez avec bracha, même que c'est un gâteau. N'oubliez pas cette chose-là. Beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ils disent, ah, c'est un gâteau, la pâte est liquide, on ne prélève pas. C'est faux. La pâte est liquide, mais ce n'est pas cuit à l'huile, c'est cuit dans le four. Ça a une définition, une agdara de statut de l'echem, et donc on prélève la challah dessus. Et donc, si maintenant c'est que de la farine et de l'eau, c'est du moti. Et si maintenant il y a de l'huile, etc., mélangée dans la pâte, on met du chocolat, etc., dans la pâte, bon, donc ça devient, comme on a dit la semaine dernière, rappelez-vous, si la majorité des ingrédients, chocolat, œuf et tout, est supérieure à l'eau, alors c'est mésonote. Et s'il y a plus d'eau que d'ingrédients, c'est moti. Bon, c'est un petit rappel la semaine dernière. Voilà, donc n'oubliez pas hein, qu'une pâte molle, mais passée au four, c'est comme une pâte dure. Donc, obligation de challah, et si c'est du pain, c'est du moti. Oui, excusez-moi, Rav, donc justement à ce sujet, il ne faut pas qu'il y ait un minimum de farine, justement, pour que ce... C'est évident, oui, oui, Khazar, c'est évident, je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Il y a obligation, mais j'ai envie de vous dire, même quand vous faites du pain, du vrai pain, solide, tout ce que vous voulez, Ouais, pas de liquide et tout, et c'est évident que s'il n'y a pas la quantité, bon, on considère minimal, l'Europe de 1,6 kg et quelques, hein, comme vous c'est ça, savez, oui. certains disent 1,250 kg. Bon, avec toutes les marloquettes qu'il y a là-dessus, c'est évident que c'est dans la mesure où il y a une quantité de farine, pas de pâte, farine qui soit supérieure ou à 1,6 grammes ou à 1,200 grammes. Hein. Voilà les deux grands chiffres. Absolument. D'accord, ouais. D'accord, merci, Rav. Je vous en prie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne vous cache pas que dans les cakes, on trouve souvent dans les familles où ils ne prélèvent pas. Parce que comme la pâte est molle, si vous mettez 1,6 kg, ça vous fait, c'est dans les grandes familles, ça vous fait au moins 8, voilà, 8 ustensiles qui sont complètement pleins. Ouais. Il y avait une question qui était intéressante, qui a été écrite là. Si je mange en grande quantité des croissants, est-ce que je dois faire Birkat Amazon? Oui, oui, bien sûr. Le croissant, ça n'a pas été cuit à l'huile, donc c'est pas indigne de beignet, c'est indigne de pâte à barbecue, ce qu'on appelle du pain qui a été fait avec toutes sortes d'ingrédients. Donc, si vous mangez des grosses quantités, à l'occasion, il faudrait que vous disiez les quantités, etc. Il faut de sa VA aussi, un certain nombre de conditions. Oui, oui, oui. C'est bien de soulever ça parce que quand tu as des petits déjeuners, des briques milotes, souvent les gens, au Hachem, ils mangent bien et ils font juste un petit message. Vous avez raison. Merci Rav, merci beaucoup. Voilà, donc on passe S'il vous plaît, j'aurais une autre question. Si Oui. par exemple, c'est au Dashlichit, comme on peut faire dans certaines communautés, et que finalement, il n'y avait pas de pain disponible, par contre, il y avait beaucoup de gâteaux. Et est-ce que, comme ça, donc Bediavad, on peut quand même faire Hamotzi et Cheminares, sachant qu'on n'a que des gâteaux et qu'il y a une certaine quantité? Alors, pour faire Moti et Birkat Amazon, les khatrila, il faut avoir les quantités. Oui, En oui, gros, non, mais il y a les quantités, mais je veux dire, la bracha. c'est évident. S'il y a les quantités, il y a 200, enfin, on va rappeler très rapidement, c'est de 240 grammes de farine. Hein, on va dire, les petits pains qu'on sert dans les mariages, c'est 3 jolis petits pains, quoi, un peu gros. Vous en mangez 3 et vous êtes rassasié, même rassasié avec tout le poisson, la viande et tout. 1000 khatrila, on fait Moti. Je vais vous raconter une petite anecdote intéressante. Vous savez, dans les mariages, souvent,
je fais très attention à ça. Pour une raison à déterminer, vraiment incompréhensible parfois. Il n'y a pas de pain, pas chaud, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Là, j'ai envoyé des gens acheter à la boulangerie, acheter du pain. Et on n'avait pas, on ne pouvait pas faire Jabrachot. J'ai pris 6 bakourim. Il y en avait comme 2 ou 3 qui ont fait à moitié. J'ai pris 6 bakourim. J'aurais donné 3 gros pains comme ça. Je les ai comptés maisonnote. C'est du maisonnote. Ils ont fait motzi dessus. Et ils ont fait Birkat Amazon. On a pu faire des Jabrachot avec des bakourim comme ça qui ont mangé les pains maisonnotes. Les khatrila, on a fait. S'il vous plaît, encore une fois, bon, donc, vous avez bien raison de préciser, mais est-ce que soi-disant, les cakes qui sont vendus sur le commerce, est-ce qu'ils ont bien fait ces prélèvements-là, les cakes? Écoutez, je ne veux pas porter de jugement sur quiconque, mais bon, au VAD, Rabben Chabad à Paris, on a des gâteaux avec l'autre recherche, je vous garantis qu'on prélève, ça n'existe pas de ne pas prélever, quoi. Oui, les gâteaux, donc, les gâteaux. Surtout que dans les boulangeries, il y a des quantités. Les gâteaux qui viennent d'Israël, c'est marqué Bli Chachash, Trumot, Masrot. Ça, c'est la casse-croûte de la boulangerie. Si vous dites qu'il n'y a pas ce Chachash, quand même, ils doivent prélever la chala. Ça serait une grande trousse pas de prélever la chala. C'est évident qu'ils le font. C'est évident qu'ils le font. Je parle des bons herchérim normaux, quoi, sur lesquels on s'appuie. Merci. Merci bien. Voilà. Merci. Bonsoir. Rav, je peux vous poser une petite question? Parce qu'il y a ce Shabbat à la choule. Il y avait, moi, alors, je voudrais clarifier ça dans ma tête parce que moi, je pense qu'on n'avait pas le droit. Je croyais qu'avoir compris qu'on n'avait pas le droit. Vous savez, il y a les rouleaux de nappe qu'on découpe pour mettre sur la table. Les rouleaux de nappe. Vous voyez, et on les découpe pour mettre sur la table, quoi, les nappes. Et, Oui. et on a le droit de les découper? C'est interdit, madame. Ah, d'accord. Et c'est interdit maintenant. Je vais vous dire une chose. Malheureusement, il y a un Rav Rabat, Rachouv, qui a permis de plus en plus, ce terre est en train de se répandre. C'est ce que je vous posais la question parce qu'on m'a dit chez Rav. J'ai vu tous les livres qui peuvent exister à part ce Rav-là qui interdisent. Alors moi, je suis clair et je le dis et je fais une croisade là-dessus. Il faut dire aux gens, on ne coupe pas les nappes. C'est interdit. Même par un non-juif, Rav? Ah non, non. Non, par un non-juif, c'est bon. Hein. Non, ça, j'ai pas dit. Non, un non-juif, Admoadaken, il dit que c'est un issur des Rabbanan. Et vous connaissez le principe de Shvut, des Shvut et tout ça. Mitzvah. On peut demander à un goy de faire un issur des Rabbanan. Il faut avoir des nappes aussi, avoir une table normale, c'est une mitzvah de Shabbat. Oui, non, je ne parle pas de ça. Pas pour le juif. Pour le juif. J'entends et je me lève fortement contre ça. C'est de plus en plus, maintenant, on voit des juifs commencer à couper. C'est une grande pas. D'accord. Ok. Voilà. Ah, merci beaucoup. Ah oui, tu as raison. Alors, bonne soirée, bonne semaine. On se renforce dans la Torah. Quand le Baruch Hu nous amène, nous fait un vrai dévoilement à ce Shavuot dans Hashem. Amen. Merci. Allez, écoute. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci. Allez, écoute, des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle.